Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans La Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. C'est Charles Brumeau, diététicien, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un réflexe assez courant, assez humain, et qui peut nous faire peut-être un peu, beaucoup de mal, y compris dans notre manière de nous nourrir. La comparaison des fatigues. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui dit: oh, franchement, t'exagères là, d'autres vivent bien pire, j'ai pas à me plaindre, hein. Ma fatigue ne compte pas, en plus j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, alors franchement, hein. C'est une voix qu'on peut entendre beaucoup et qui nous éloigne d'un geste pourtant essentiel, le soin, la connexion et la douceur envers soi. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on compare nos fatigues? Cette comparaison qui s'invite dans votre tête, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? En fait, c'est comme une fausse bouée. Comparer nos fatigues à celles des autres, c'est souvent une stratégie pour essayer de se calmer soi-même. En mode, regarde, d'autres vivent pire que toi, donc arrête un peu de te plaindre. Ça part d'une intention de rationalisation, c'est-à-dire tenter de remettre de l'ordre dans ce qu'on ressent. C'est une façon de se dire, si je relativise, ça fera moins mal. Si je compare, peut-être que ça me donnera une perspective. Si je minimise, je vais peut-être arrêter de sentir ce poids ou cette tristesse. Le problème, c'est que cette rationalisation-là, elle apaise pas grand-chose. Elle met juste un couvercle sur quelque chose qui continue à vivre en dessous. Ce que ça coûte, parce que votre corps, en vrai, lui, il raisonne pas en comparaison, il se dit pas: ah bah oui, tiens, effectivement, quelqu'un d'autre souffre plus que moi, donc c'est bon, je retire la fatigue, bisous, au revoir. Non, non, non. Le corps, il ressent, il accumule, il envoie des signaux, il réaccumule, il re-ressent. Et quand on lui répond par: oh, c'est bon, tais-toi, il y a pire que toi, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le dialogue, on coupe l'accès à nos besoins. Quand je compare ma fatigue, je l'écoute plus. Je l'écrase, je la relativise, je la renvoie dans un coin de moi qui s'accumule doucement, silencieusement, jusqu'au moment où ça déborde. Et c'est là que ça peut se jouer dans notre rapport à la nourriture, parce que quand ces émotions inconfortables, fatigue, ennui, tristesse, manque d'entrain, flemme, manque d'énergie, ne trouvent pas d'espace pour être entendues, eh bien elles trouvent d'autres chemins. Parfois, elles passent par la nourriture. Pas forcément parce qu'on a faim, mais parce qu'on a besoin, on sent qu'on a besoin de quelque chose et qu'on ne sait plus trop quoi en vrai. Alors oui, bien sûr qu'on se tourne vers le paquet de biscuits pour pas vivre ce débordement, bien sûr qu'on déporte ce qu'on ressent en essayant de comparer et de relativiser. C'est un truc assez humain au fond. On minimise parce qu'on ne veut pas déranger, on ne veut pas se déranger, peut-être aussi parce qu'on a grandi en pensant que notre vécu n'était pas si important que ça. Hashtag validation des émotions quand on est petit enfant et à l'adolescence, ou qu'il fallait être calme, raisonnable, se tenir tranquille, ne pas faire de vagues et peut-être aussi performant, performante, étant donné la société dans laquelle on vit. J'aimerais vous parler d'une poétesse qui s'appelait Audre Lorde. Elle disait que, je cite, prendre soin de soi n'est pas un acte d'indulgence, c'est un acte de préservation. Audre Lorde, pour mémoire, c'est une femme qui a passé sa vie à essayer de survivre dans des espaces qui ne voulaient pas vraiment d'elle. Poétesse, essayiste, militante, enseignante, noire, lesbienne, mère, féministe dans l'Amérique des années 60 à 80. Donc un endroit et un moment où chacune de ces identités à elle seule pouvait suffire à l'épuiser. Donc elle a traversé le racisme, la misogynie, la misogynoire, l'homophobie. Elle a aussi traversé la maladie, des cancers, des traitements lourds, la peur, la fragilité, la vulnérabilité du corps. Et au milieu de tout ça, elle a observé qu'on peut s'épuiser à vouloir tenir debout pour tout le monde, tout le temps. But the question of living life to its fullest requires that we know at all times the possibilities of what feeling fully means. And I think that boredom, being turned off, being unwilling to grasp fully even pain, is a way of keeping us moving in a very prescripted, very narrow, very regimented position, i.e., to fulfill our part of the machine. When we live in what we are feeling, when we recognize a kind of measurement, internal measurement as to what is really satisfying, then we're less likely to settle for that non-life. Mm-hmm. And that's what makes living fully such a powerful, such a potent tool for both change and movement. Mm-hmm. Quand elle parle de préservation, elle n'évoque pas forcément le bien-être. Elle parle d'un geste de survie, de la nécessité de se reposer, de se préserver.
de ne pas confondre force et sacrifice. Audre Lorde, elle arrive à cette conclusion parce qu'elle sait ce que c'est d'être au bord, de porter trop, de croire qu'il faut toujours être forte, 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 et de découvrir que la vraie force, parfois, c'est d'admettre qu'on ressent de la fatigue, qu'on est fatigué. Alors évidemment, la petite voix intérieure, bien critique, je l'entends direct, qui s'invite dans vos oreilles. Ouais, enfin, c'est bien mignon, mais moi je suis pas Audre Lorde, j'ai pas vécu tout ça, donc ma fatigue, ça va 2 minutes, quoi. C'est un réflexe qui est souvent entendu en consultation, hein. J'ai de quoi me nourrir, j'ai un toit, et moi j'en suis encore là à galérer avec mon alimentation émotionnelle, mes compulsions, mes graines de chia sur mon pudding que j'arrive pas à manger un jour sur deux, mon insatisfaction corporelle, alors qu'il y a tellement pire. Peut-être que c'est une manière d'avoir conscience de ses privilèges, déjà, de ne pas avoir faim, de ne pas devoir migrer pour trouver du travail ou des moyens de subsistance. Donc ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais j'observe aussi qu'il y aura toujours quelqu'un qui souffre plus. Toujours, toujours, toujours. So what? Et alors? Audre Lorde, elle ne nous invite pas à être aussi forte qu'elle. Elle nous invite à nous autoriser à ne pas tenir toujours, tout le temps, dans toutes les circonstances. Donc, autrement dit, vous avez le droit d'être fatigué, même si votre vie ne ressemble pas à un manifeste politique. Votre part d'humain qui souffre ou qui est inconfortable doit pouvoir être entendue. En consultation, bien sûr, mais aussi entre vous et vous. Peut-être que la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai le droit d'être fatigué, donc la légitimité de la fatigue, mais plutôt qu'est-ce que ma fatigue essaye de me dire à moi? Pas de quoi j'aurais besoin si j'étais quelqu'un de plus fort, plus forte, plus organisé, plus optimisé. C'est à mon échelle, à moi, là, dans ma vie, avec ce que je vis là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que ma fatigue essaye de me dire? Parfois, on n'a pas la réponse tout de suite et ça fait partie de la vie, de l'expérience humaine, de ne pas avoir de réponse immédiate à tout le temps. Parfois, il faut attendre quelques heures, quelques minutes, quelques jours. Parfois, la réponse peut être dans une forme minuscule d'action pour soi. Boire un verre d'eau chaude, un verre d'eau tiède avec son parfum d'infusion préféré. Dormir jusqu'à ce que le corps nous réveille si on peut. Respirer plusieurs fois tranquillement, s'autoriser à s'asseoir, s'encourager, se dire qu'on fera mieux demain, manger quelque chose d'agréable, ou juste fermer les yeux 30 secondes pour voir ce que ça fait, voir ce qui nous passe en tête. Cette minuscule réponse, parfois, peut suffire à faire redescendre la pression, à nous ramener dans cette zone où le besoin trouve une place et où la nourriture n'a pas besoin de tout porter, où la nourriture n'est plus le réflexe automatique. Avant de partir, je vous laisse avec une question. Je vous invite à vous laisser cheminer doucement, sans vous forcer à y répondre tout de suite. Qu'est-ce que cette pensée me permet d'éviter? Qu'est-ce que cette pensée, ma fatigue ne compte pas ou compte moins que celle d'autres qui ont des vraies raisons de, qu'est-ce qu'elle me permet d'éviter? On l'a vu brièvement dans cet épisode, comparer sa fatigue à celle des autres, c'est pas super utile ni fonctionnel. Mais ça peut aussi nous protéger de quelque chose de plus difficile encore. Ça peut nous éviter de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ça peut nous éviter d'avoir à poser des limites, de dire non, de décevoir quelqu'un. Ça peut nous éviter de nous sentir vulnérables, de s'écrouler. Se dire que ma fatigue n'est rien, ça peut être plus simple que d'admettre « je suis épuisé, je n'en peux plus et je ne sais pas comment changer ça, je me sens démuni et j'en ai marre ». Alors cette semaine, si ce type de pensée revient, j'exagère, d'autres vivent pire que moi. Peut-être posez-vous aussi cette question. Qu'est-ce que ça me permet de ne pas regarder en face? Qu'est-ce que ça me permet de ne pas faire? Je pense que ça vaut le coup de se le demander parce que c'est toujours intéressant de creuser les coûts et les bénéfices, même un peu cachés, même un peu planqués, de maintenir ce système de pensée.
Donc à retenir, c'est pas votre fatigue, votre ennui ou votre manque d'élan qui pose problème, c'est le fait de leur refuser l'entrée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés suite à mon édition de la newsletter sur les protéines et de la mini-série de podcasts qui a d'ailleurs battu des petits records d'audience. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.